Elle peut se consacrer à la pure recherche de savoir ou de vérité, mais presque toujours, elle veut la reconnaissance, l'influence ou le pouvoir. C'est une intelligence axée sur l'accomplissement. Elle ne se contente pas de voir reconnue la personnalité qui la porte. Elle veut elle-même le respect pour elle-même. Ce respect peut parfois s'adresser à son produit. Il peut aussi être exprimé à qui manifeste l'intelligence créatrice, dans le domaine plus éphémère de la pure parole ou de la simple action. Mais on prive systématiquement les femmes du respect que requiert l'intelligence créatrice pour subsister. On leur nie ce respect douloureusement, cruellement, avec sadisme. Elles ne sont pas censées avoir d'intelligence créatrice, et quand elles en ont, elles sont censées y renoncer. Si elles veulent l'amour des hommes, sans lequel elles ne sont pas vraiment des femmes, mieux vaut pour elles ne pas se cramponner à une intelligence qui cherche et agit dans le monde. Une pensée qui a des conséquences est l'antithèse de la féminité entravée. L'intelligence créatrice n'est pas animale. Être baisée et procréer ne la satisferont jamais. Et l'intelligence créatrice n'est pas décorative. Elle n'a jamais été purement ornementale, comme par exemple doivent l'être les femmes de la classe supérieure, si instruites soient-elles. Pour demeurer une femme au sens de la suprématie masculine, donne à ce mot, les femmes doivent renoncer à l'intelligence créatrice. Non seulement y renoncer verbalement, ce que les femmes font constamment, mais l'étouffer en elles, ou à tout le moins la garder timide et restreinte. Tout exercice de l'intelligence créatrice par les personnes nées femmes se paye d'une souffrance indicible. Sur la terre, tout se paie, rappelle Olive Schrader, et le prix de la vérité est le plus cher qui soit. Nous serions prêts à le troquer pour un peu d'amour et d'amitié. Ça, c'est pas mal vrai. Le prix de la vérité est le plus cher qu'il soit. Nous serions prêts à le troquer pour un peu d'amour et d'amitié. Les chemins de l'honneur sont semés de ronces, mais sur ceux de la vérité, c'est notre propre cœur que nous foulons à chaque pas. L'intelligence créatrice a pour objectif la vérité, quel qu'en soit le genre et la voie. Se mesurer au monde consiste à se mesurer au problème de la vérité. On patauge dans la fange du monde, mais c'est la vérité que l'on cherche. L'enjeu de cette quête n'est pas la vérité que l'on découvre ou son caractère ultime, c'est l'intrusion dans le monde d'un soi intelligent et créateur, en quête de vérité. Les femmes ne rencontrent dans cette recherche qu'intimidation et mépris. Dans l'isolement en privé, une femme peut tirer plaisir de l'exercice de l'intelligence créatrice, si discrète soit-elle dans son exercice, mais cette intelligence devra se retourner contre elle-même, faute d'un univers humain plus vaste, plus complexe, où s'exercer et se développer. Toute partie de l'intelligence qui transparaît chez une femme autorisera tous et chacun à critiquer sa féminité, la seule identité qu'on lui accorde. Sa féminité est déficiente parce que son intelligence est virile. Pourquoi les hommes ont-elles passion, intellect, activité morale ? Demandait Florence Nightingale en 1852. Et un rang social où aucune de ces trois activités ne peut exercer. Par activité morale, elle ne parlait pas de moralisme mais d'intelligence morale. Pardon. Le moralisme est l'ensemble des règles apprises par cœur qui gardent les femmes en laisse, de sorte que leur intelligence ne peut jamais aborder le monde de front. Le moralisme sert à se défendre contre l'expérience du monde. C'est la sphère morale assignée aux femmes, censée apprendre par cœur les règles d'un comportement convenable et circonscrit. L'intelligence morale est active. On peut la cultiver et la parfaire en l'exerçant dans le domaine de l'expérience réelle et directe. L'activité morale est l'utilisation de cette intelligence, l'exercice du discernement moral, alors que le moralisme demeure passif. Il accepte la version du monde qui lui a été enseignée et frémit devant la menace de l'expérience directe. L'intelligence morale se caractérise par l'activité, le mouvement au sein des idées et de l'histoire. Elle prend le monde à bras-le-corps et réclame de participer au grand débat terrifiant sur le bien et le mal, la tendresse et la cruauté. L'intelligence morale construit des valeurs, et parce que ces valeurs exercent dans le monde réel, elles ont des conséquences. Il n'y a pas d'intelligence morale qui n'ait de conséquences réelles dans le monde réel, ou qui soit simplement passivement reçue, ou qui puisse vivre dans un vide où il n'y a aucune action.
L'intelligence morale ne peut s'exprimer seulement par l'amour ou le sexe ou la domesticité, l'ornementation ou l'obéissance. Elle ne peut s'exprimer seulement par le fait d'être baisée ou procréée. L'intelligence morale doit agir dans un monde public, pas seulement dans une relation privée, policée, raréfiée avec une autre personne. À l'exception du reste du monde, à l'exclusion du reste du monde. L'intelligence morale exige un exercice constant de la capacité de prendre des décisions significatives, inscrites dans l'histoire et non périphériques, des décisions sur le sens de la vie, qui émergent d'une conscience aiguë de sa propre mortalité, des décisions sur lesquelles on peut miser sa vie de manière honnête et volontaire. Celles qui sont réduites à un con n'ont pas le droit à l'intelligence morale. Le moralisme illustre leur effort pour trouver une base quelconque de dignité. Un geste pathétique d'aspiration à l'humanité, tentative dont les hommes se moquent et pour laquelle les femmes ont pitié des autres femmes. Il pourrait aussi exister une intelligence sexuelle, une aptitude humaine à discerner, manifester et bâtir l'intégrité sexuelle. L'intelligence sexuelle ne pourrait se mesurer en nombre d'orgasmes, d'érections ou de partenaires, ni s'afficher sous la forme de lèvres vaginales maquillées pour la caméra, ni être évaluée en fonction du nombre d'enfants portés, ni se manifester comme une manie. L'intelligence sexuelle, comme toute autre forme d'intelligence, serait active et dynamique. Elle aurait besoin du monde réel, de l'expérience directe de ce monde. Elle afficherait non pas des fesses, mais des questions, des réponses, des théories, des idées. Sous forme de désir ou d'actes ou d'œuvres d'art ou d'argumentation. Ancrée dans le corps, elle ne pourrait pourtant jamais l'être dans un corps emprisonné, isolé, un corps privé d'accès au monde. Elle ne serait pas mécanique, elle ne pourrait tolérer d'être perçue comme inerte ou stupide, ni d'être exploitée sans perdre de sa vigueur. Être vendue sur le marché comme produit de consommation lui serait nécessairement inadmissible. Un affront direct à son besoin intrinsèque d'affronter le monde dans des conditions qu'elle définisse et détermine elle-même. L'intelligence sexuelle serait sans doute plus semblable à une intelligence morale qu'à quoi que ce soit d'autre. Un argument que les femmes tentent de faire valoir depuis des siècles. Mais comme aucune intelligence n'est respectée chez une femme, condamnée au moralisme du fait d'être définie comme incapable d'intelligence morale, simple objet sexuel à utiliser, le sens que donnent les femmes à cette comparaison des intelligences morales et sexuelles demeure incompris. L'intelligence sexuelle s'affirme au moyen de l'intégrité sexuelle, une dimension éthique et pratique interdite aux femmes. L'intelligence sexuelle devrait être ancrée d'abord et surtout dans la possession légitime par la femme de son propre corps. Or, les femmes existent pour être possédées par d'autres, à savoir les hommes, alors que la possession de son propre corps devrait être absolue et entière pour que l'intelligence s'épanouisse dans le monde de l'action. L'intelligence sexuelle devrait, à l'instar de l'intelligence morale, affronter les grandes questions de la cruauté et de la tendresse, là où l'intelligence morale doit se mesurer aux questions du bien et du mal. L'intelligence sexuelle devrait se mesurer à celle de domination et de soumission. L'être prédestiné à être baisé n'a aucun besoin d'exercer l'intelligence sexuelle, aucune occasion de l'exercer, aucun argument pour justifier son exercice. Pour maintenir la femme dans l'acquiescence sexuelle, la capacité d'intelligence sexuelle doit lui être interdite et elle l'est. Son clitoris est nié, sa capacité de plaisir déformée et diffamée, ses valeurs érotiques calomniées et insultées. Son désir de valoriser son corps comme le sien propre demeure paralysé et mutilé. On la transforme en occasion de plaisir masculin, en objet de désir masculin, en chose à utiliser, et on punit toute expression délibérée et publique de sa sexualité qui échappe à la médiation des hommes ou des valeurs masculines. Que la femme soit utilisée au titre de slut ou de lady, l'intelligence sexuelle ne peut se manifester chez un être humain qui a pour fonction prédestinée d'être exploité par le biais de ce sexe, par le sexe, dans le sexe, en tant que sexe. L'intelligence sexuelle édifie son propre usage. Elle exige un corps entier,
Pas un corps que l'on a taillé en pièces et fait fétichiser. Elle naît dans un corps qui se respecte, pas dans un corps ayant pour caractéristique de classe d'être sale, dévergondé et servile. Elle agit dans le monde, un monde où elle entre par ses propres moyens, libre et passionnée. L'intelligence sexuelle ne peut pas vivre derrière les verrous, pas plus qu'aucune autre sorte d'intelligence. Elle ne peut vivre sur la défensive, à tenter de garder le viol à distance. Elle ne peut être décorative ou jolie ou évasive, ou timide, ni survivre à un régime de mépris et de sévices, de haine de son humanité. L'intelligence sexuelle n'est pas animale, mais humaine. Elle a des valeurs. Elle établit des limites significatives pour l'ensemble de la personne et de la personnalité qui doivent habiter l'histoire et le monde. L'intelligence sexuelle a été la plus difficile à acquérir et à exercer pour les femmes. Elles ont appris à lire, elles ont acquis de l'intellect, elles ont eu tellement d'intelligence créatrice que même le mépris et l'isolement et les châtiments n'ont pas réussi à les en dépouiller. Elles ont lutté pour une intelligence morale qui, par son existence même, répudie le moralisme. Mais l'intelligence sexuelle est coupée de ses racines, parce que la femme n'est pas propriétaire de son corps. L'utilisation incestueuse d'une fillette assassine cette intelligence. L'intimidation ou le viol d'une jeune fille aussi. La chasteté imposée à une jeune fille aussi. La séparation imposée à deux jeunes filles aussi. La remise d'une fille en mariage à un homme aussi. La vente d'une fille en prostitution aussi. L'utilisation d'une femme comme épouse aussi. La vente d'une femme comme chose sexuelle aussi. La vente d'une femme comme marchandise sexuelle, pas seulement dans la rue mais dans les médias, aussi. La valeur économique donnée au corps d'une femme, qu'elle soit élevée ou faible aussi. Le fait de conserver une femme comme jouet, ou ornement, ou con domestiqué aussi. Le besoin d'être une mère pour éviter d'être perçue comme une putain aussi. L'obligation de porter des bébés aussi. L'intelligence sexuelle est assassinée, parce que la sexualité des femmes est prédéterminée. Elle est forcée d'être ce que les hommes disent qu'elle est. Elle n'a rien à discerner ou à construire. Elle n'a rien à découvrir, excepté ce que les hommes lui feront et le prix qu'elle devra payer, qu'elle résiste ou qu'elle cède. Elle vit dans un monde clos. Même un coin de rue devient un monde clos, l'utilisation sexuelle plutôt qu'un monde public d'échanges francs. Et son monde clos d'utilisation sexuelle demeure étroitement circoncis et lourd de contraintes. Aucune intelligence ne peut fonctionner dans un monde qui consiste en deux règles fondamentales qui, de par leur nature même, interdisent l'invention de valeurs, d'identité, de volonté, de désir. Être baisé, procréer. Les hommes ont construit la sexualité féminine, et ce faisant, ils ont aliéné toute chance d'intelligence sexuelle chez les femmes. Car elle ne peut vivre dans la sexualité prédestinée, superficielle et contrefaite par les hommes à l'intention des femmes. C'est très intéressant ce qu'elle explique là, avec la dénonciation de toutes les violences sexuelles et de toutes les exploitations sexuelles, que ce soit des violences sexuelles pour laquelle la femme est rémunérée, la femme ou la personne qui possède la femme, ou que ce soit des violences sexuelles via l'hétéronormativité et via le mariage ou le fait de relationner avec des hommes. Alors, citation de Victoria Woolhood, 1874. « Je respecte et rends hommage à la femme dans le besoin qui, pour se nourrir, elle et son enfant, vend son corps à quelques étrangers pour l'argent nécessaire. Mais pour cette vertu légale qui se vend pour la vie entière en échange d'un domicile, en détestant l'acheteur, et dit en même temps à la première « Je vaux mieux que toi, je n'ai que le plus suprême des mépris. » Voilà, donc cette citation, elle explique la réalité de ce que les féministes pensent de l'exploitation sexuelle des femmes et des violences sexuelles commises contre les femmes au sein de la pornoprostitution. Loin d'être des swerfs, des personnes qui détesteraient les travailleuses du sexe, les féministes sont des personnes qui détestent le violeur de ces femmes
et qui ont justement toute la compassion envers la femme qui est obligée de subir un viol contre de l'argent, et qui peut être n'importe quelle femme. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'idée d'être concerné ou de ne pas être concerné par la pornoprostitution. On est toutes concernées. On est toutes visées par cette pornoprostitution et on est toutes prostituables. Et c'est ce qu'explique ce texte. Le litige entre épouse et putain date de longtemps. Chacune se dit que, quelle qu'elle soit, au moins elle n'est pas l'autre. Voilà. Là, on a ce que je venais de dire sur le fait d'être concerné ou de ne pas être concerné. Les premières se disent qu'au moins elles ne se vendent pas pour de l'argent. En réalité, c'est ce qu'elles font d'une autre manière et en n'en tirant pas plus de bénéfices. Et le second se disent qu'au moins elles n'appartiennent pas à un type, alors que c'est le cas, et qu'elles n'en tirent pas non plus de bénéfices. Donc le litige entre l'épouse et la putain date de longtemps. Chacune se dit que quelle qu'elle soit, au moins, elle n'est pas l'autre. Et il ne fait pas de doute que l'épouse envie la putain. Sinon, les châtelaines de Marabelle Morgan n'aguicheraient pas leur mari avec de la pellicule plastique, des bottes noires et des négligés de dentelle aux couleurs fluo. Aucun doute non plus que la putain envie la domesticité de l'épouse, notamment le toit au-dessus de sa tête et sa vie sexuelle relativement privée. Les deux catégories de femmes, au-delà d'une partition si trompeuse au final, ont besoin de ce que les hommes ont à donner. Elles ont besoin de la sollicitude matérielle des hommes, pas de leur queue, mais de leur argent. La queue est l'incontournable condition préalable. Sans elle, il n'y a pas d'homme, pas d'argent. Pas d'abri, pas de protection. Avec elle, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais les femmes préfèrent les hommes au silence, à l'exil, à la condition de paria, de réfugiés solitaires, d'exclus, sans défense. Victoria Woodhull. Alors surtout, sans les hommes, les femmes ne seraient pas dans ce besoin de sollicitude matérielle. Mais on comprend quand même ce qu'elle a voulu dire. La première courtière de Wall Street, la première femme à briguer la présidence des États-Unis en 1870, l'éditrice de la première traduction du manifeste du Parti communiste aux États-Unis, 1871, la première personne arrêtée au terme du tristement célèbre Comstock Act, 1872, a mené une croisade contre la dépendance matérielle des femmes envers les hommes, parce qu'elle savait que toute personne qui marchandait son corps marchandait sa dignité humaine. Elle haïssait l'hypocrisie des femmes mariées. Elle haïssait l'état de prostitution qui avilissait l'épouse et les putains, et elle haïssait surtout les hommes qui profitaient sexuellement et économiquement du mariage. C'est un tour habile que les hommes jouent aux femmes d'acquérir le droit légal de les débaucher sans frais et de s'éviter d'avoir à fréquenter des prostituées professionnelles dont les services ne peuvent être obtenus qu'en échange d'argent. N'est-ce pas la vérité ? Les hommes savent que oui. Oui, les hommes savent que oui. Woodhull n'a pas idéalisé la prostitution, elle ne l'a pas vantée comme liberté à l'égard du mariage, liberté en soi ou liberté sexuelle. La prostitution, précisait-elle, c'était pour l'argent, pas pour le plaisir. C'était affaire de survie, pas de jouissance. La passion de Woodhull, c'était la liberté sexuelle, et elle savait que la prostitution et le viol des femmes en étaient l'antithèse. Donc ça, c'est important. La prostitution et le viol des femmes, c'est l'antithèse de la liberté sexuelle. C'était une organisatrice des masses, et les masses des femmes étaient mariées, sexuellement subordonnées aux hommes dans le mariage. À une époque où les féministes n'analysaient pas directement la sexualité, ou n'avaient pas de critique explicite de la sexualité telle qu'on la pratiquait, Woodhull dénonçait le viol conjugal et le coït obligatoire comme but, signification et méthode du mariage. Toutes les brutalités épouvantables de notre époque, je n'en connais
De toutes les brutalités épouvantables de notre époque, je n'en connais pas de plus épouvantable que celle que le mariage sanctionne et défend. Nuit après nuit, des milliers de viols sont commis sous le couvert de ce permis détestable. Et des millions, oui je le dis sans crainte car je sais ce dont je parle, des millions d'épouses pauvres, souffrantes et désolées, se voient forcées de servir le vice de maris insatiables, alors que chaque instinct de leur corps et de leur âme se révolte de haine et de dégoût. Toutes les personnes mariées savent que c'est la vérité, même si elles feignent de se fermer les yeux et les oreilles à cette chose épouvantable et prétendent croire qu'il n'en est pas ainsi. Le monde doit être éveillé de cette prétention et amené à constater qu'il ne reste plus Le monde doit être éveillé à cette prétention et amené à constater qu'il ne reste plus, dans les nations dites civilisées, que le mariage pour investir les hommes du droit de débaucher des femmes au plan sexuel contre leur volonté. Et pourtant le mariage est tenu pour synonyme de moralité. Je dis que la damnation éternelle envoie au fond des mers une telle moralité.